Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va passer à la deuxième leçon qui va concerner la reproduction, qui va être consacrée à la reproduction sexuée chez les gymnospermes. D'accord? Après avoir parlé de la reproduction sexuée chez les angiospermes, qui sont des plantes à fleurs qui produisent des graines protégées dans un fruit. Et on a dit que les angiospermes sont les plantes les plus dominantes des spermaphites. Maintenant, on va passer à la reproduction sexuée chez les gymnospermes. Les gymnospermes sont aussi des phanérogames, c'est-à-dire des plantes à fleurs, mais la différence c'est que les gymnospermes sont des plantes à fleurs qui produisent des graines nues, ne sont pas protégées comme c'est le cas des angiospermes. La plupart ou la majorité des conifères, on peut dire que ce sont les plantes les plus anciennes des spermaphites. Si les angiospermes sont les plantes les plus dominantes, alors les gymnospermes, ce sont les plantes les plus anciennes. Donc, elles datent du Carbonifère. Elles datent du Carbonifère. Donc, les conifères, on les a appelés comme ça parce que la majorité des gymnospermes sont des conifères et se forment d'un cône. Et leur appareil reproducteur, il s'organise, se forme de cône. La fleur et se forme d'un cône. Alors, je vous ai ici présenté l'aspect général d'une branche d'un arbre conifère ou d'une plante conifère. Alors, vous voyez les feuilles comment elles sont, la différence entre les feuilles des gymnospermes et les feuilles des angiospermes. Chez les gymnospermes, les feuilles se forment d'aiguilles. Regarde les feuilles. Donc, les feuilles se forment d'aiguilles. D'accord? Elles sont épineuses. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça dépend le nombre des aiguilles qui naissent, qui sont en bouquet. Elles diffèrent d'une espèce à une autre. Par exemple, le cas que j'ai choisi ici, c'est le pin maritime. Donc, le pin maritime, on trouve des aiguilles qui sont rassemblées. Alors, nous avons des feuilles qui sont épineuses, se forment d'aiguilles. Hein, et vous regardez ici les fleurs ou les cônes. Donc, les fleurs des gymnospermes se forment de cônes. Et ici, j'ai 4 types de cônes. Il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, les cônes en noir sont des cônes femelles. D'accord? Ça, c'est un cône femelle, et ça, c'est un cône femelle. Et ce qui est en bleu, c'est un cône mâle. Donc, on peut dire que les conifères sont des plantes qui portent à la fois les fleurs mâles et les fleurs femelles, mais sans séparer les deux fleurs. C'est une plante unisexuée, monoïde, parce qu'elle porte les deux types de fleurs, les fleurs mâles et les fleurs femelles. Alors, quelle est la différence entre ces fleurs femelles? Ça, c'est la fleur, on va la dire la fleur de l'année, ou le cône de l'année, qui vient d'apparaître. Donc, on peut l'appeler la pousse de l'année. Et ça, c'est un cône de 2 ans. De 2 ans. Et ça, c'est un cône de 3 ans. Cône de 3 ans. Vous voyez, donc la différence, c'est l'âge. Donc les cônes les plus jeunes se trouvent vers le sommet de la branche, et les cônes les plus anciennes, les plus âgées, ils se trouvent à la base. Et regardez aussi l'aspect. Donc le cône de 3 ans, il est ouvert. Il possède des écailles qui sont écartées et ouvertes. Alors que le cône de 2 ans et d'une année, elles sont encore fermées. Là, la taille est plus grande que le cône de l'année, elle est encore petite. Et ça, c'est l'aspect, elle est verdâtre. Et ça, c'est l'aspect brunâtre. Elle est de couleur brune. Et ça, c'est de couleur verte. Et ça, elle vient de naître, c'est le cône de l'année. D'accord? Ça, c'est l'aspect général. Et là, c'est le cône mâle. Ce qui est en bleu, c'est le cône mâle. Elle est annuelle. Hein? Cône. Et bien sûr, il y a plusieurs cônes ici. 1, 2, 3, 4, il y a des cônes mâles. Là, on va l'appeler cône. Cône, il y a plusieurs cônes qui sont regroupés en bouquets, hein, qui sont rassemblés. Ici, les cônes ils sont isolés et séparés. Ce n'est pas comme chez le cône mâle. Les cônes sont dépendants, sont regroupés, se forment de bouquets. Là, les cônes sont séparés et isolés sur la branche. D'accord? Alors, on va essayer de voir dans cette leçon comment les cônes mâles et femelles interviennent dans la reproduction et comment se fait la pollinisation et la germination des graines de pollen et après la production et la formation de la graine et la germination. D'accord?
Alors, on va commencer par la production des gamètes. Donc, la production des gamètes mâles. La production des gamètes mâles. Bien sûr, qui dit gamète dit l'organe de reproduction. Donc, c'est la fleur mâle. Donc, la production des gamètes se fait au niveau de la fleur mâle. Donc, la fleur mâle, elle est là. Et se présente sous forme d'un cône. Donc, le cône mâle, elle est là. Donc, je vais essayer de dessiner le cône mâle, que vous puissiez avoir une idée générale sur l'aspect du cône. Alors, il y a plusieurs cônes ici. Je vais essayer de dessiner là. Vous avez... Donc, chaque cône est formé de plusieurs écailles, d'accord? Elles sont là. Mais qui sont organisées autour, à l'intérieur, de ce qu'on appelle un axe. Ça, c'est un cône mâle qui possède plusieurs écailles. Ici, nous avons les écailles, d'accord? Et écailles. Plusieurs écailles qui sont soudées au niveau de l'axe. Donc, je vais réaliser une coupe longitudinale au niveau du cône femelle. Alors, je vais faire la même chose. Donc, alors là, je vais avoir le centre, ce qu'on appelle l'axe du cône. L'axe, c'est le centre. Et de part et d'autre de l'axe, on va trouver ce qu'on appelle les écailles. D'accord? Alors, les écailles sont là, elles sont soudées. D'accord? Elles sont là, les écailles. Alors, regardez les écailles, comment ils sont soudés. Ils sont soudés au niveau de l'axe du cône. Alors, je vais effacer ça, juste pour avoir... Alors là, c'est une coupe longitudinale. Coupe longitudinale au niveau, ou sur une cône, au niveau d'un cône mâle. Alors, nous avons au centre ce qu'on appelle l'axe du cône. Ça, c'est l'axe. Le lieu d'insertion sur lequel sont insérées les écailles, ça s'appelle axe du cône. Et sur l'axe, ils sont insérés plusieurs ou des dizaines de ce qu'on appelle les écailles. Donc là, elle s'appelle écaille. Donc chaque écaille, elle porte sur sa face inférieure, ici, elle porte ce qu'on appelle un sac. Deux sacs de microsporanges. Regardez, ils sont là, les sacs. Sur la face inférieure. Sur la face inférieure de chaque écaille, nous avons deux sacs polliniques. Deux sacs polliniques appelés des microsporanges. D'accord? Sur chaque face inférieure de l'écaille, il y a deux. Puisque ça, c'est une coupe longitudinale, on va voir seulement un seul sac. D'accord? Donc, sur la face inférieure de chaque écaille, nous avons un sac pollinique qui contient à l'intérieur des grains de pollen. Le lieu de la formation des grains de pollen, on va voir comment se forment les grains de pollen à l'intérieur. D'accord? Alors, à la face inférieure de chaque écaille, c'est pour ça on va appeler, puisque chaque écaille porte à la face inférieure deux sacs appelés des microsporanges, on va l'appeler une écaille staminale. D'accord? Écaille staminale ou une étamine. Donc on va le considérer comme une étamine. L'étamine chez les angiospermes est le lieu de la production des grains de pollen. C'est aussi le lieu de la production des grains de pollen, on va l'appeler étamine. Ou une écaille staminale, parce que c'est le lieu de la production des d'accord? Alors, et chaque sac est appelé ici, on l'appelait microsporange. Microsporange, d'accord? Le lieu de la production des gamètes. Je vais faire une vue de face de microsporange. Donc, nous avons ici, voilà, nous avons que chaque microsporange, elle porte deux sacs. D'accord? Elles sont là.
Donc 2 sacs sont portés sur la face inférieure. Voilà, ça c'est une écaille staminale. Ça c'est écaille staminale. Écaille staminale. Donc l'écaille staminale, elle porte combien de microsporanges? Chaque écaille staminale, elle porte, ça c'est la face inférieure, elle porte deux microsporanges. Microsporanges. Et ça, bien sûr, ça c'est l'écaille. Écaille. L'écaille. Et à l'intérieur de chaque microsporange, il y a ce qu'on a fait, ce qu'on a appelé chez les angiospermes, on a appelé la fente de déhiscence. Donc c'est le lieu de déhiscence, on peut l'appeler aussi fente ou le livre de déhiscence. Le lieu d'ouverture de microsporanges pour libérer les grains de pollen. Ça, c'est l'aspect général ou la structure générale d'un cône mâle. Donc, il est comme ça, et chaque cône mâle est formé de plusieurs écailles qui sont regroupées ou soudées au niveau de l'axe du cône, et chaque écaille porte sur sa face inférieure 2 microsporanges. C'est pour cela qu'on appelle une écaille staminale, et chaque microsporange et chaque écaille staminale, elle forme deux sacs polliniques appelés microsporanges qui possèdent une fente de déhiscence, qui est le lieu de la production des graines de pollen. Alors, comment se forment les graines de pollen? À l'intérieur de l'écaille des microsporanges. Alors, on va prendre l'exemple ici, c'est le pain. Donc, on va travailler sur le pain comme exemple de conifère. Le nom scientifique, donc ça c'est le pain maritime. Le pain maritime, c'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 500 ans, donc il peut aller jusqu'à 500, la longévité, la durée de vie, et aussi il peut atteindre jusqu'à entre 20 et 30 mètres de hauteur, d'accord, d'altitude, c'est la hauteur de l'arbre, donc jusqu'à 30 mètres. Donc il possède un tronc qui est brun. Alors le nom scientifique, il s'appelle Pinus pinaster. Pinus pinaster solander. Pinus pinaster solander. Donc au Maroc, il y a plusieurs espèces de pins qui sont introduites, qui ne sont pas originaires du Maroc. Il y a Pinus pinaster solander, il y a Pinus nigra, le pain noir, il y a Pinus alipensis miller, qu'on appelle le pain d'Alpe, il y a Pinus coltiere, il y a plusieurs types, plusieurs espèces, mais qui font partie de la même famille des Pinacées, d'accord? L'espèce ou la famille, toute la famille s'appelle la famille des Pinacées, dont le pain maritime ou Pinus pinaster solander fait partie. Alors, à l'intérieur du microsporange, il y a une cellule mère, d'accord? Une cellule mère. Alors, on va l'appeler une cellule mère. Cellule mère. Donc la cellule mère, elle est diploïde. Elle possède 2 N chromosomes. Dans le cas du pain maritime, 2 N est égal à 24. D'accord? C'est une cellule mère qui est diploïde. Cette cellule mère, elle va subir une méiose. C'est-à-dire une méiose, elle va donner naissance à 2 cellules haploïdes. Donc on l'appelle NN. Donc une cellule N. Bien sûr, taille est égale à 12, N est égale à 12. Et puis une deuxième division, c'est la méiose. Une deuxième division, donc chaque cellule va donner naissance à 2 cellules aussi haploïdes. Donc ce qu'on appelle la division équationnelle. Donc on va avoir 2 cellules, ça à l'intérieur du noyau bien sûr là. Alors on va avoir ici 4 cellules N. Donc ça s'appelle des cellules haploïdes ou des microspores. D'accord? Ça, ils sont sortes de spores ou des microspores. Alors on obtient 4 microspores suite à une méiose. Une méiose, elle est composée de 2 divisions. La première division, c'est une division réductionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a réduit le nombre de chromosomes ici de 2N à N. Et une deuxième division qui est division équationnelle. Division équationnelle parce qu'il a gardé le même nombre de chromosomes. On est passé de N est égal à 12, on est resté dans N est égal à 12. On obtient combien de microspores? On obtient 4 microspores. Donc chaque microspore, il va subir 2 mitoses.
D'accord? Chaque microspore, après, elle va subir, donc nous avons ici 4 et chaque microspore, elle va subir 2 mitoses. Donc la première et la deuxième. Donc on va écrire ici, ça, c'est une méiose. Et là, on va avoir 2 mitoses. 2 mitoses. Alors pour avoir à la fin une cellule qui contient à l'intérieur 4 noyaux. La même chose ici, 4 noyaux. Donc 4 noyaux. Ça c'est mitose. Elle va subir une mitose sans division au niveau de la membrane. Donc elles vont être à l'intérieur de la même membrane. Donc ce sont 4 noyaux à l'intérieur. Ça c'est 2 mitoses. Parce que le nombre de mitoses, c'est le nombre de cellules, c'est 2 à la puissance le nombre de divisions. 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc là, 2 mitoses pour avoir 4 cellules qui renferment à l'intérieur chacune 4 noyaux, qu'on appelle aussi des microspores, ou des futurs grains de pollen. Après, l'étape, ce qu'on appelle la différenciation. La différenciation cellulaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir? La formation de ce qu'on appelle les grains de pollen. Donc chaque grain de pollen, et là cette forme-là, je vais essayer de l'expliquer après derrière, d'accord? Tout de suite. Donc ça, chaque grain de pollen, elle est comme ça, presque. Ça, c'est un grain de pollen de conifère. Et ce sont les étapes de la formation des grains de pollen, d'accord? Regardez là. Alors, je répète. Au niveau des microsporanges, nous avons une cellule mère déploïde qui va subir une méiose qui est constituée de 2 divisions réductionnelles et équationnelles pour avoir 4 microspores. Après, chaque microspore va subir 2 mitoses pour avoir une cellule à 4 noyaux à l'intérieur qui va subir une différenciation cellulaire pour donner naissance à ce qu'on appelle les grains de pollen. Grains de pollen. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, on va essayer de schématiser un grain de pollen. D'accord? Donc, chaque grain de pollen est constitué de 4 cellules à l'intérieur. Bon. Elle est comme ça. À l'intérieur, il y a 4 cellules et qui possèdent 2 ballonnets. Donc, ce qu'on appelle les ballonnets qui vont faciliter la dissémination ou la dispersion du grain de pollen par le vent. Parce qu'ils sont remplis d'air. Ce sont des ballonnets. Donc, chaque grain de pollen possède 2 ballonnets. Donc, 2 ballonnets qui sont remplis, ce qu'on appelle des poches d'air. Poches d'air. Elles sont remplies d'air pour faciliter la dissémination du grain de pollen. Alors, les 2 ballonnets. Et chaque grain de pollen, bien sûr, elle est entourée par 2 membranes. Comme chez les angiospermes. Une membrane interne qu'on appelle la tine et une membrane externe qu'on appelle l'exine. Bien sûr, l'exine, c'est la première membrane qui se forme. Donc l'exine se forme avant l'intine. D'accord? Ça, c'est l'exine. L'exine. La membrane protectrice du grain de pollen, ça c'est l'exine. D'accord? Et à l'intérieur, nous avons l'intine. Elle est là, l'intine. Et à l'intérieur, on va trouver la membrane cytoplasmique. Elle est à l'intérieur. La membrane cytoplasmique. Et à l'intérieur de la membrane, on va trouver les 4 cellules. Donc, 2 cellules entéridiales. Elles sont comme ça. Ce sont des cellules stériles. Ce sont des cellules, on appelle aussi les cellules protaliennes ou les cellules protaliennes ou les cellules stériles. Ce sont des cellules stériles et qui se trouvent à côté d'une petite cellule avec une membrane qu'on va appeler cellule reproductrice avec son noyau. Elle est là, la cellule reproductrice avec la membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Et ici, on va trouver le noyau végétatif. D'accord? Alors, il y a combien de cellules? Ici, il y a 4.
il y a une grande cellule qu'on appelle la cellule végétative avec son noyau végétatif. Ça, c'est cellule végétative avec son noyau végétatif. Et ça, c'est une cellule entéridiale. Cellule entéridiale. On l'appelle aussi cellule génératrice entéridiale ou cellule génératrice ou cellule reproductrice. C'est la même chose. Soit cellule entéridiale, soit cellule génératrice, soit cellule reproductrice. C'est la même chose avec son noyau à l'intérieur. Et les deux cellules protaliennes. Les deux cellules protaliennes. Cellules protaliennes. D'accord? Les cellules protaliennes. Ça, c'est la structure d'un grain de pollen. Un grain de pollen des gymnospermes, il possède 2 ballonnets et il possède aussi 4. C'est pas comme le grain de pollen des angiospermes, il possède seulement 2 cellules. Une cellule reproductrice et une cellule végétative. Ici, on a d'autres cellules qui sont stériles, ils n'ont aucun rôle, mais elles sont là. Et elles possèdent aussi 2 ballonnets qui vont faciliter, ce sont des poches d'air, qui vont faciliter la dissémination, la dispersion par le vent. Parce que la pollinisation chez les gymnospermes, elle n'est pas assurée par les insectes ni par l'homme, elle est assurée seulement par le vent. Pourquoi? Parce que le cône ne produit pas, il ne possède pas des pétales, il ne produit pas du nectar pour attirer les insectes et faire la pollinisation. Donc la pollinisation se fait seulement par le vent, donc c'est une pollinisation anémophile. D'accord? Ça, c'est pour la production des grains de pollen chez les angiospermes. Maintenant, on va voir la production des grains de pollen et la production de l'ovule. D'accord? Alors, la même chose, la production des ovules se fait au niveau de la fleur femelle. Donc, je vais dessiner un cône femelle. Donc, presque le même aspect, la même forme, mais juste la taille qui diffère. Donc le cône femelle est plus grand et plus gros que le cône mâle. Donc là, nous avons aussi les écailles qui sont soudées cette fois en forme d'hélice sur l'axe du cône. Elles sont comme ça. Elles sont très nombreuses aussi. Elles sont très nombreuses les écailles du cône femelle. D'accord? Ça, elles sont comme ça. Ça, c'est un cône femelle. Alors, si je réalise une coupe longitudinale au niveau du cône femelle, donc chaque cône est formé à l'intérieur de ce qu'on appelle l'axe du cône. L'axe, c'est au centre, sur l'axe d'insertion des écailles. Alors, ça, c'est l'axe au centre. Et on trouve de part et d'autre ici qui sont insérés d'une manière hélicoïdale. Hélicoïdale, c'est-à-dire ça, une écaille ne se trouve pas en face de l'autre et sont alternées. D'accord? C'est ce qu'on appelle une insertion hélicoïdale, la forme d'hélice. Donc nous avons ici, alors la première écaille, deuxième écaille, troisième, et ainsi de suite. Donc on va voir plusieurs écailles, mais qui sont soudées d'une manière hélicoïdale, la même chose, etc. Donc on ne va pas trouver en face, on va le trouver comme ça. Donc, c'est juste ça, parce que je dessine devant vous, c'est pour cela. J'arrive pas bien à donner un schéma ou trop près de la réalité, parce que je vais vite. Alors, mais en général, c'est comme ça. Donc, nous avons aussi l'axe au centre, ce qu'on appelle l'axe du cône. Ça, je vais effacer ça. Non? Alors, au centre, nous avons l'axe. C'est comme le cône femelle. L'axe du cône. Et de part et d'autre qui sont insérés, nous avons ce qu'on appelle les écailles. Et écailles. Hein?
Alors que chaque écaille, elle porte, tout à l'heure pour le cône femelle, chaque écaille porte sur sa face inférieure. Maintenant sur la face supérieure pour l'écaille femelle, l'écaille du cône femelle, sur la face supérieure, chaque écaille porte 2 ovules nus. D'accord? Elle porte 2 ovules nus. Ici, ce n'est pas sur la face inférieure, mais sur la face supérieure. D'accord? Là, ici. D'accord? Ici. Sur chaque face inférieure, nous avons un ovule, 2 ovules, pardon. Nous avons 2 ovules. Et je vais vous donner un schéma de vue face de l'écaille pour bien comprendre. Alors, il faut savoir que l'emplacement des ovules pour l'écaille, pour le cône femelle, c'est sur la face supérieure. D'accord? Et à l'intérieur, on va trouver, là, c'est l'ovule qui contient à l'intérieur le noyau ou le gamète femelle. D'accord? Alors, c'est pour cela, on va l'appeler écaille ovulifère, parce que chaque écaille, elle porte 2 ovules. On va l'appeler écaille ovulifère. Écaille ovulifère. Et chaque écaille ovulifère, elle est vue de face. Elle est comme ça, donc elle porte sur sa face ici 2 ovules. Voilà. Alors, pardon. Voilà. Et nous avons à l'intérieur le sac embryonnaire. Ça, c'est l'ovule avec les 2 téguments. Et nous avons à l'intérieur le sac embryonnaire. Et ça, c'est l'écaille ovulifère. Écaille ovulifère. Et qui porte sur sa face supérieure 2 ovules qui sont nus. D'accord? 2 ovules nus. Et qui possèdent un carpel ouvert. Ils n'ont pas un carpel à l'intérieur qui est caché dans l'ovaire. Il n'y a pas d'ovaire ici. Il n'y a que des carpels qui sont ouverts, qui possèdent 2 ovules qui sont nus. D'accord? Si je fais une vue de face, alors chaque écaille est formée de ce qu'on appelle une bractée. Et là, nous avons ici l'ovule. D'accord? Voilà. Voilà, ça c'est vue de face. Ça c'est vue face. Vue de profil et vue face. Vue de face et ça vue de profil. Alors nous avons ici une bractée. Une bractée, ça c'est l'écaille. Écaille. Et ça c'est l'ovule. Alors, on peut considérer l'écaille ovulifère, puisqu'il possède une bractée, possède l'ovule, possède l'écaille, comme étant une fleur femelle. Donc, et ça, c'est une fleur femelle, et le cône femelle, puisqu'il possède plusieurs fleurs femelles, donc c'est un groupe de fleurs ou un bouquet de fleurs, on va l'appeler une inflorescence. Inflorescence femelle. Alors, la différence entre l'écaille femelle et l'écaille mâle, c'est que l'écaille femelle est considérée comme une étamine et l'ensemble des étamines sont considérées comme une fleur mâle, alors que ici chaque écaille est considérée comme une fleur tout entière, d'accord? Et à part. Et l'ensemble des écailles, ici il y a plusieurs fleurs, elles vont former ce qu'on appelle bouquet de fleurs ou une inflorescence femelle. Donc chaque cône, c'est un ensemble de fleurs, d'accord? Alors comment se forment les gamètes femelles, d'accord? Alors, dans un jeune ovule, sur une écaille femelle, on va prendre un jeune ovule. Nous avons une cellule mère. Donc là, c'est un jeune ovule. Nous avons ici une cellule mère. D'accord, une cellule mère qui va subir, au début là, c'est la cellule mère. D'accord? Ici, je vais dessiner en bleu.
Alors là, on va l'appeler une cellule mère. Ici, cellule mère. Et ça, c'est jeune ovule. Un jeune ovule. Donc, dans un jeune ovule, nous avons une cellule mère qui est de 2 chromosomes, d'accord? Une cellule mère qui possède 2 chromosomes. Nous avons pris ici le cas 2N est égal à 24 pour le cas du pain maritime ou du pain pinastar, d'accord? On l'appelle aussi cellule mère des macrospores, qui va donner naissance aux macrospores. Cellule mère des macrospores, d'accord? Alors, cette cellule mère, elle va subir une méiose, pardon. Elle va subir une méiose. Alors, une méiose, pour donner, donc la première division, elle va donner naissance à 2 cellules haploïdes. Donc, une cellule va donner naissance à Alors, je répète, au début, dans un jeune ovule, nous avons une cellule mère des macrospores qui est une cellule de nucelle. Parce qu'ici, il y a plusieurs cellules, c'est le nucelle. Jeune ovule, ça c'est le nucelle. D'accord? Donc, la cellule mère, c'est une cellule de nucelle qui va être spécifiée pour donner naissance aux gamètes femelles. Donc là, à l'intérieur du nucelle, une cellule de nucelle va devenir une cellule mère des macrospores. Et ça, c'est tégument, l'ovule. Ça, c'est tégument. Cette cellule mère va subir tout d'abord une division réductionnelle pour donner naissance à 2 cellules NN. Donc, il va subir deux divisions pour donner naissance à 2 cellules haploïdes. D'accord? Et puis, une deuxième division pour donner naissance à 4 cellules. Donc, chaque cellule va se diviser pour donner naissance à 4 cellules qui sont aussi haploïdes, d'accord? Là, 1, 2, 3 et 4, qu'on appelle des macrospores. Alors, la première division, c'est une division réductionnelle. Et ça, c'est une division équationnelle. Les deux divisions forment ce qu'on appelle la méiose. Donc ça, c'est une méiose. Donc la cellule mère va subir une méiose pour donner naissance à 4 macrospores. À 4 macrospores, on l'appelle aussi, chez les végétaux, chez les gymnospermes, on l'appelle des mégaspores. Donc elle va donner naissance à 4 mégaspores. Les mégaspores. Alors, 3 de ces mégaspores dégénèrent, ils meurent après. 3, ils vont mourir. D'accord? 3 meurent. Il ne va rester qu'une seule macrospore, seul mégaspore qui va devenir une macrospore. Alors là, c'est les téguments et le nucelle à l'intérieur. Donc, il va rester seulement une seule qui va grandir pour devenir un macrospore. Donc, mégaspore va devenir un macrospore. D'accord? Macrospore qui est toujours haploïde. Donc, les mégaspores sont aussi haploïdes. Ce sont des cellules haploïdes. Après, la macrospore va subir 11 mitoses. D'accord? Cette cellule va subir 11 mitoses. Alors, qui dit 11 mitoses, c'est-à-dire 2 à la puissance 11 cellules. On va obtenir 2 à la puissance 11 cellules. C'est-à-dire 2048. Donc, on va avoir 2042 à la puissance 11, c'est 2048 cellules. Et après, donc, elle va subir 11 mitoses pour donner, après, alors là, elle va donner naissance à 2048 cellules qui vont former l'endosperme. D'accord? Alors là, les 2000, je ne vais pas dessiner bien sûr 2000, sinon je vais rester ici toute la journée en train de dessiner des cellules. Je vais juste vous donner l'idée, mais on va dire que le nombre ici c'est
2 à la puissance 11. C'est le nombre qu'on va obtenir après 11 mitoses de la cellule macrospore. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas le gamète femelle. Alors, ça, ce qu'on appelle les cellules qui vont former l'endosperme. L'endosperme. D'accord? Ce sont les 1. Le nombre, c'est de 2048 cellules. Alors, après, il va y avoir la différenciation cellulaire. Deux de ces 2048 cellules vont subir une différenciation cellulaire, c'est-à-dire une différenciation, c'est-à-dire ils vont se spécialiser. D'accord? Deux parmi ces 2048 vont se spécialiser pour donner naissance à ce qu'on appelle les deux gamètes femelles, donc ce qu'on appelle les archigones. Alors là, les téguments. Et ça, c'est l'ouverture qu'on va l'appeler micropyle. Il est au début. Micropyle. Et là, les téguments, ils sont là toujours. Téguments de l'ovule. Et à l'intérieur, j'ai dit parmi ces 2048, deux cellules vont subir la différenciation cellulaire. La différenciation pour devenir des archigones. Donc, je vais dessiner les archigones en vert. Voilà. Et voilà le deuxième. Donc, deux archigones et qui vont se trouver, bien sûr, à l'intérieur de l'ensemble de ces autres cellules qui sont des cellules stériles. Hein? Parce que les deux cellules qui ne sont pas stériles, ce sont les archigones qui se sont formés après différenciation. Donc, le reste, c'est la même chose ici. Donc, les deux cellules, on va les appeler ici archigones. Et chaque archigone, elle renferme à l'intérieur un gamète femelle qu'on appelle l'oosphère. D'accord? Ça, c'est la structure ou l'organisation générale de l'ovule, donc de la formation. Je répète. Dans un jeune ovule, une cellule de nucelle, qu'on appelle les cellules mères des macrospores, va subir une méiose, qui est composée de deux divisions, réductionnelle et équationnelle, pour donner naissance à 4 mégaspores, qui sont haploïdes, N. 3 mégaspores dégénèrent, et une va se transformer en macrospore, qui va rester. Après, la macrospore va subir 11 mitoses, pour donner naissance à 2048 cellules, qui vont former l'endosperme. Après, 2 cellules de ces 2048 cellules vont subir la différenciation cellulaire pour donner naissance à 2 archigones qui portent le gamète femelle. Alors maintenant, on va passer à la pollinisation et la fécondation. La pollinisation, après la formation des gamètes, la pollinisation est la fécondation chez les gymnospermes. Donc la fécondation et la pollinisation chez les gymnospermes, elle est un peu compliquée et demande beaucoup de temps par rapport à la pollinisation et la fécondation chez les angiospermes. Alors, à la fin du printemps, alors qu'est-ce qui se passe après l'apparition des pousses de l'année, l'apparition des cônes de l'année, qu'on appelle les pousses de l'année? Il va y avoir la formation de ce qu'on appelle l'endosperme. Donc c'est la première étape, c'est la formation de l'endosperme. Donc ici, à la fin du printemps, il va y avoir la formation, ce qu'on a vu tout à l'heure, formation de l'endosperme. Après la myose. Donc l'endosperme qui est formé de 2048 cellules, qu'on a vu tout à l'heure. 2048